Bonjour, je vais présenter aujourd'hui l'organisation générale de la Sixième République. L'architecture de la Sixième République comporte deux parties, un préambule et les articles qui détaillent l'organisation. Deux parties que l'on rencontre habituellement dans toute constitution. Le préambule, tout d'abord, pose les principes fondamentaux de la Sixième République. Ceux-ci se distinguent de ceux hérités des précédentes constitutions et des principes de 1789, tout en s'inscrivant dans leur prolongement. Ceci fait l'objet d'une présentation dédiée que je vous invite à regarder. Aujourd'hui, nous allons nous attacher plutôt à l'organisation générale qui préside à la rédaction des articles de la Constitution. Donc, il s'agit de décrire les organes de la Sixième République ainsi que leur interaction. Un point notable qui distingue la Sixième République de ses précédentes est que le préambule est normatif, c'est-à-dire qu'il se doit d'être respecté, que les principes qui y sont posés doivent être respectés par les lois qui ne sauraient donc s'en écarter. Avant d'aller plus avant, je souhaiterais situer dans quel cadre intervient cette Sixième République. Dans quelle histoire? Dans quel contexte? Il ne s'agit pas, en effet, de tout réinventer. Il faut mieux s'appuyer sur les avantages de la Cinquième République, identifier et corriger ses biais. Tout réinventer est rarement une bonne idée. Commençons donc par examiner les avantages, dont le premier, le plus évident, est l'efficacité de la modalité présidentielle, puisque il est bien évident qu'un homme seul prend des décisions plus efficacement qu'une assemblée. Deuxième avantage, le système majoritaire, donc à forte majorité, garantit une majorité de gouvernement. C'est-à-dire qu'on n'a pas des coalitions et des instabilités gouvernementales comme on peut en rencontrer en Italie, par exemple. Troisième avantage, l'Assemblée nationale est élue par circonscription. Donc, dans les territoires, cela veut dire qu'elle s'inscrit dans les territoires, qu'elle les représente. Passons maintenant aux inconvénients. Le premier d'entre eux, et le plus important sans doute, c'est que le peuple n'est pas assez souverain. On a une délégation de pouvoir pour 5 ans, à un exécutif et à un législatif et à un président. C'est un chèque en blanc pour 5 ans, c'est véritablement problématique. D'autant plus que les référendums qui étaient censés contrebalancer cette tendance à un pouvoir très concentré sont de moins en moins pratiqués et pas respectés. Je voudrais souligner également que l'instabilité et les affrontements que l'on rencontre dans la société tiennent certainement, au moins en partie, à justement cette concentration et ce non-remise en cause du pouvoir pour une durée déterminée. Deuxième inconvénient majeur, la gouvernance, paradoxalement, est complexe et lente parce que c'est un système qui est à la fois bicaméral et présidentiel et avec de nombreux conseils. Le rôle respectif du président et du Premier ministre ne sont pas aussi clairs. Il y a un problème de lisibilité et de transparence pour les citoyens. On a donc paradoxalement un flou de gouvernance malgré cette efficacité de façade. Autre inconvénient, les circonscriptions, si elles sont bien dans les territoires, elles ne s'enracinent pas véritablement puisque le découpage administratif ne correspond pas à ce découpage des circonscriptions. Donc ni les communes, ni les départements, ni les régions ne sont en adéquation avec la représentation nationale. Il y a donc ici un hiatus. Autre inconvénient, les alternances, c'est un constat,
n'aboutissent pas à des véritables changements de politique. Les grandes orientations demeurent toujours les mêmes, malgré les alternances de Sarkozy à Hollande, en passant par Macron ou Chirac. C'est toujours le même cadre politique qui s'impose. Donc, démocratiquement, cela questionne. Le Parlement est devenu une véritable chambre d'enregistrement sans véritable pouvoir. Depuis le quinquennat, c'est encore plus évident, puisqu'il est complètement croupion. Il l'était déjà Godillot précédemment, mais là, on pourrait presque le supprimer. C'est un vrai problème. La gouvernance échappe au peuple, nous l'avons déjà vu, mais elle échappe également aux élus. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'organismes, de chambres qui sont autonomes, telles que le Conseil constitutionnel ou les organisations européennes, le Conseil de l'Europe ou la Commission, qui sont complètement autonomes, voire des administrations, et je pense à Bercy, qui s'autonomisent complètement, qui ne sont pas élus, et donc qui remettent en cause, quelque part, la démocratie par des gens adoptés entre eux. Enfin, il y a aussi une coupure importante entre l'État et les représentants de la nation. Je dirais que, et la nation elle-même, puisque j'en veux comme symptôme évident, le préfet allemand qui, s'adressant à une gilet jaune l'autre jour, lui dit « Nous ne sommes pas dans le même camp ». C'est vraiment cette disjonction entre l'État et la nation me rappelle les heures bien sombres de notre histoire. C'est pour moi vraiment un signe que la Ve République est en bout de course. Enfin, et c'est le dernier point, le découpage électoral est variable et n'est pas lié simplement à la densité de population, ce qui permet un certain nombre de tripatouillages et de permettre un entre-soi où on va s'arranger pour être élu et être réélu entre soi. Après avoir fixé le cadre de la nouvelle Constitution, venons-en maintenant à ses objectifs. Il s'agit de simplifier nos institutions, d'augmenter l'agilité de la République. Moins de lourdeur donc, en supprimant les organes peu utiles et non élus. Éviter l'écueil de retomber dans le régime des partis, car cela conduit à l'instabilité gouvernementale. Il s'agit de ne pas revivre les expériences délétères des régimes d'avant la Ve République. Enfin, il faut sortir de la monarchie, en finir avec la concentration de tous les pouvoirs en une seule main, car nul n'est un surhomme. La première option, par conséquent, est de supprimer le Sénat. Suppression aussi des conseils de tout ordre, car non seulement ils ne se contentent plus d'émettre des avis, mais ils ont désormais des pouvoirs de censure. Ils empêchent la gouvernance par des élus. C'est une anomalie démocratique. Troisième point, la fin des groupes parlementaires, qui sont des formes d'embrigadement des députés par les partis. Il faut redonner de la liberté aux représentants des citoyens, car ce sont eux qui représentent en premier lieu. Sortir d'une gouvernance semi-monarchique suppose que le président de la République n'assume plus un rôle gouvernemental central. Enfin, suppression entre autres des régions afin d'alléger le millefeuille administratif et politique. L'objectif doit être une démocratie revivifiée, avec plus de pouvoir au peuple, des institutions plus simples, plus directes et plus représentatives de la réalité du pays, mais aussi garantissant la séparation des pouvoirs. Une seule chambre pour gouverner le pays, l'Assemblée nationale. L'efficacité et la stabilité étant rendues possibles par des mécanismes garantissant l'émergence de majorités. Le président de la République demeure.
Il est le garant de l'unité de la nation. Cette mission, recentrée sur l'essentiel, implique qu'il joue un rôle d'arbitre au-dessus de la mêlée. Pour ce faire, il lui faut toute l'autorité nécessaire. Le président doit par conséquent disposer de suffisamment de puissance et d'une grande légitimité pour assumer cette mission. L'expression directe du peuple est incontournable pour éviter l'effet tunnel du mandat pour 5 ans. C'est pourquoi le RIC est instauré. Car l'expérience montre qu'il n'y a pas ou peu de référendum venant d'en haut. Quatrième point, 2 nouvelles chambres sont mises en place. La chambre constitutionnelle, tout d'abord, pour reprendre les fonctions des organes supprimés, comme le Sénat ou les conseils divers et variés. La Chambre constitutionnelle assure toutes les fonctions de contrôle. Ce pouvoir de contrôle de la gouvernance est le moyen d'accroître la séparation des pouvoirs. Seconde chambre instaurée, la Chambre des forces productives. Cette nouvelle chambre novatrice est là pour représenter les forces qui travaillent notre société. Elle est ancrée sur le terrain de la vie active de notre pays. Enfin, et c'est le dernier point, de la souplesse est introduite à tous les échelons institutionnels. Plutôt que des organisations rigides comme les régions, métropoles et autres communautés de communes, il s'agit de favoriser les structures sur mesure en vue de mener à bien des projets et d'assurer les missions de l'État auprès de nos citoyens. Voilà pour les objectifs. Le cadre dans lequel s'inscrit la 6e République étant établi et ses objectifs et orientations fixées, il convient maintenant d'en concevoir l'architecture, de dessiner les piliers sur lesquels notre nouvelle Constitution reposera. Premier pilier, l'action, c'est-à-dire d'édifier des institutions aptes à fonctionner efficacement, de permettre de gouverner le pays. Les actions sont représentées ici en bleu. Deuxième pilier, le contrôle, car toute activité humaine non contrôlée mène inévitablement à des malfaçons, voire à des dérives. Disposer d'instances de vérification et de mécanismes de contrôle est par conséquent indispensable. Les contrôles sont représentés en blanc. Troisième et dernier pilier, des circuits courts. Dans certaines situations d'urgence, de blocage, il est indispensable de décider rapidement, d'arbitrer à court terme. Il est donc vital pour la nation de disposer d'outils, de moyens capables d'agir ou de réagir rondement. Les courts-circuits sont représentés en rouge. Voilà les 3 piliers sur lesquels repose la 6e République. Les principaux organes et les 3 piliers de la 6e République sont maintenant établis. Assemblée nationale, Chambre constitutionnelle, Chambre des forces productives et Président de la République d'une part. Action, contrôle et circuit court d'autre part. Voyons maintenant comment ces organes interagissent entre eux, comment tout cela s'organise. À la base, il y a les citoyens et les citoyennes. Ceux-ci élisent l'Assemblée nationale. C'est le centre du pouvoir législatif, les députés étant élus par département. L'Assemblée nationale élit le Premier ministre. Le Premier ministre nomme ses ministres en les choisissant parmi les membres de l'Assemblée nationale. Le gouvernement ainsi composé forme le pouvoir exécutif. Le gouvernement dirige la France au quotidien. Les Français élisent pour moitié la Chambre constitutionnelle à la proportionnelle intégrale, l'autre moitié étant tirée au sort parmi les citoyens.
la Chambre constitutionnelle contrôle le fonctionnement des institutions, ainsi que le respect de la Constitution et des lois en tout domaine. Le président de la République est élu directement par les citoyens et les citoyennes. Il est le chef des armées. Il a un pouvoir d'arbitrage sur l'Assemblée nationale. Le Premier ministre est maître de l'ordre du jour du Conseil des ministres. Il est toutefois présidé par le président de la République qui, à ce titre, a le devoir d'émettre son avis. Les forces constituées élisent par collège la Chambre des forces productives. Cette chambre dirige les organismes sociaux selon un principe paritaire. On revient donc au fonctionnement antérieur à l'immixtion du gouvernement dans la gestion des organismes sociaux. Mieux, la constitution de cette chambre institutionnalise ce rôle. C'est un facteur clé de stabilité de notre nation. Observons maintenant le parcours législatif. En d'autres termes, comment la loi est-elle établie? Tout d'abord, le gouvernement ou l'Assemblée nationale propose une loi. C'est un projet de loi. Celui-ci est présenté en Conseil des ministres. C'est l'occasion pour le président de s'exprimer à son sujet. L'Assemblée nationale améliore et vote le projet de loi. Le gouvernement a alors la charge de présenter ce projet à la Chambre constitutionnelle et également, selon les sujets, à la Chambre des forces productives. Ces chambres émettent alors un avis. La loi est alors réexaminée pour adoption par l'Assemblée nationale. Le gouvernement a la charge de mettre en œuvre l'application de la loi. On notera que la Chambre des forces productives a également la capacité de proposer un projet de loi au gouvernement. Que ce soit dans le cadre du parcours législatif usuel ou à leur propre initiative, le peuple français, le président de la République ou la Chambre constitutionnelle ont la capacité de déclencher un référendum. Le référendum pouvant porter sur un point légal, voire constitutionnel. C'est d'ailleurs la seule voie pour faire évoluer la Constitution. Nous allons examiner en détail chacun des organes constitutifs de la Sixième République, en commençant par l'Assemblée nationale. C'est un organe d'action ayant pour vocation de représenter le peuple pour 4 ans, via un scrutin à effet majoritaire fort. Un pouvoir issu du peuple. Sa mission, représenter le pays et les citoyens français. Nous restons donc dans un système de démocratie représentative, car malgré ses imperfections, c'est le seul possible en pratique. La représentation nationale doit être ancrée dans les territoires. Elle doit avant tout représenter les Français. C'est pourquoi les groupes parlementaires partisans ne sont pas reconnus. Il n'y a donc aucun privilège d'un député sur un autre. L'Assemblée nationale a la charge de conduire le pays et l'État par la loi. À la différence de la Ve République, elle exerce donc à elle seule le pouvoir législatif, sauf en cas de référendum. Une prime majoritaire favorise l'émergence naturelle d'une majorité de gouvernement. Un mécanisme d'arbitrage par le président de la République est prévu en cas de blocage dans la formation d'un gouvernement. Le Sénat est donc supprimé. Il n'y a par conséquent
plus de grands électeurs au-dessus des citoyens. Comment sont élus les députés? Par une élection à un seul tour sur une liste départementale. La liste arrivée en tête dans le département a 2 députés élus pour un mandat de 4 ans. Chaque département dispose donc d'au moins 2 députés. Ces députés constituent les 2/3 de l'Assemblée nationale, soit autour de 200 députés. Le tiers restant, soit environ 100 députés, est attribué par département sur le classement national du plus fort reste en voix. Ce mode de scrutin présente de nombreux avantages. Premièrement, tous les territoires sont représentés. Deuxièmement, la constitution d'un binôme de députés sur une même circonscription favorise l'autocontrôle. Les simulations menées sur les élections passées ont mis en évidence que ce mode de scrutin permet de dégager une majorité de gouvernement dans 80% des cas. Il favorise également l'alternance politique. Enfin, quatrième point, il pondère automatiquement la représentation des départements selon la taille de leur population. C'est la fin des tripatouillages des circonscriptions électorales. Autre organe d'action, le gouvernement. Le pouvoir exécutif conduit le pays et dirige l'État au quotidien. Le gouvernement est obligatoirement constitué d'élus puisque les ministres doivent tous être des députés en fonction. Ceci pour diminuer l'influence des technocrates. Le Premier ministre est élu par la Chambre des députés à la majorité absolue. Comme en Angleterre, c'est le seul chef de l'exécutif. À ce titre, il dispose, avec son gouvernement, de toutes les prérogatives associées dans la plupart des domaines, comme l'économie, les affaires étrangères, l'intérieur, etc. Il a également la charge d'animer le débat public, notamment auprès des chambres et de la population. Toutefois, certains domaines échappent au gouvernement, car ils sont attribués à d'autres organes de la Sixième République. Il s'agit en particulier de l'armée, qui dépend du président, mais aussi de toutes les institutions de contrôle, comme la justice. Il n'aura pas échappé à l'auditeur attentif qu'il y a des situations où la gouvernance du pays ne peut pas être assurée. C'est-à-dire qu'une majorité absolue n'arrive pas à se dégager à l'Assemblée nationale. Ces situations sont certes rares, mais peuvent survenir. Dans ce cas, après un certain délai, le président de la République doit intervenir dans l'intérêt de l'unité de la nation. C'est le mécanisme d'arbitrage. Il peut choisir de dissoudre l'Assemblée pour procéder à de nouvelles élections, mais il peut plus sûrement choisir de se voir attribuer une voix à l'Assemblée nationale par département, soit environ une centaine de voix. Cela lui permet à coup sûr de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Ainsi, la France demeure gouvernable en toutes circonstances. Pour que ce mécanisme d'arbitrage soit accepté de tous, il convient pour le président de la République de disposer d'une légitimité très forte. C'est pourquoi il demeure, comme sous la Ve République, élu au suffrage universel à 2 tours.
Abandonnons l'Assemblée nationale pour examiner la Chambre constitutionnelle. Sa mission principale est de garantir le respect de la Constitution, comme son nom l'indique. Sa distinction totale des pouvoirs législatifs et exécutifs assure la séparation des pouvoirs. La Chambre constitutionnelle a donc un pouvoir de contrôle dans tous les domaines. Pour ce faire, elle dispose de tous les moyens utiles à l'accomplissement de cette mission. Elle remplit en particulier les fonctions actuellement dévolues aux divers conseils gravitant autour du pouvoir à Paris. Mais elle dirige également directement toutes les institutions de contrôle et d'intérêt général de long terme comme la justice, la comptabilité publique ou la Cour des comptes. Comment la Chambre constitutionnelle est-elle constituée pour assurer sa mission de contrôle? La probité de ses membres étant évidemment essentielle. Il lui faut être composé à l'image de la population, mais aussi refléter la diversité des opinions. Elle doit également être stable et compétente. C'est pourquoi elle n'est renouvelée que par moitié, ses membres ayant un mandat de 9 ans. Pour être à l'image du peuple et l'impliquer directement dans les affaires du pays, des citoyens ordinaires doivent en faire partie. Pour ce faire, le plus efficace et le plus juste est le tirage au sort sur les listes électorales. 50% de la Chambre constitutionnelle est composée ainsi. Pour la diversité des opinions, les partis politiques se doivent d'être également présents. Tous les partis politiques, même ceux recueillant seulement quelques pourcents. C'est pourquoi les autres 50% de la Chambre constitutionnelle sont élus à la proportionnelle intégrale. C'est un moyen d'éclairer les débats avec des citoyens engagés. C'est enfin une opportunité pour tous les courants de pensée d'être représentés dans nos institutions. Comme déjà évoqué, la probité des membres de la Chambre constitutionnelle est cruciale. Sa composition diverse en est un gage. Toutefois, d'autres mécanismes apparaissent utiles ici. Premièrement, avoir un casier judiciaire vierge. Deuxièmement, réussir un test et s'engager solennellement à exercer sa charge de manière honnête. Enfin, suivre une formation aux principes constitutionnels et au droit. Enfin, la Constitution devra prévoir des sanctions exemplaires et dissuasives pour le ou les membres agissant seuls ou collectivement qui n'auraient pas respecté leur engagement de probité. Le peuple seul en étant juge. La Chambre constitutionnelle n'assume aucune fonction active de nature gouvernementale ou législative. Toutefois, elle émet des avis de constitutionnalité et de pertinence. Une loi déclarée non constitutionnelle ne peut pas être adoptée, bien entendu. Pour que l'expression du peuple ne soit pas entravée par le pouvoir exécutif, elle assure l'organisation des référendums et en évalue les impacts constitutionnels. Pour mener à bien ces travaux, elle dispose d'une administration séparée en mesure de prendre des décisions juridiques de manière éclairée, mais aussi de pouvoir les mettre en œuvre. En fait, cette Chambre constitutionnelle et son administration forment un système de contrôle indispensable à une véritable séparation des pouvoirs. C'est pourquoi, notamment, la justice ainsi que la gendarmerie lui sont rattachés. Les fonctionnaires exerçant des fonctions de police judiciaire sont également en lien fonctionnel avec ces administrations.
Passons maintenant à une institution bien connue dans notre République, surtout la cinquième, la présidence. La mission du président de la République apparaît sensiblement transformée dans la sixième République. Et pourtant, en vérité, son rôle se rapproche bien plus de l'esprit de la Cinquième République, au moins à son origine, que ce qu'en ont fait les derniers locataires de l'Élysée. C'est donc plutôt un retour aux sources. Il redevient en effet le garant de l'unité de la nation, celui qui voit plus loin que la gouvernance au jour le jour. C'est pourquoi c'est l'arbitre en dernier ressort. C'est aussi la raison d'un mandat long de 7 années. Il incarne donc la vision à long terme du pays. Il est de son devoir de s'adresser régulièrement au gouvernement et au peuple français. En cohérence avec ce rôle de commandeur, il dirige les armées et il les administre. Toutefois, il n'est plus l'homme de tous les pouvoirs. Il ne peut notamment pas s'immiscer dans les affaires courantes. Il n'a pas besoin d'être un surhomme, comme ce devrait être le cas aujourd'hui. Pourtant, bien peu sont à la mesure de ce costume. Loin d'un rôle purement honorifique, le président dans la sixième République est avant tout un circuit court permettant d'agir rapidement dans les circonstances critiques. C'est pourquoi ce rôle doit être attribué avec attention et sagesse. Les principales raisons sont au nombre de 2. Tout d'abord, car le président de la République a la charge de l'arme nucléaire, de la guerre et de l'instauration de l'état d'urgence. Ces responsabilités lourdes ne sauraient être partagées. Ensuite, le président de la République doit arbitrer, doit débloquer les situations où la France deviendrait ingouvernable. Ainsi, il peut soit faire pencher la balance de la majorité parlementaire, soit dissoudre la Chambre des députés. Toutefois, c'est la seule chambre sur laquelle il peut exercer cet arbitrage. Pour tenir ce rôle, sa légitimité ne peut souffrir ni faille ni contestation. Son mode d'élection demeure par conséquent inchangé. Suffrage universel à 2 tours. Nous en arrivons maintenant à une autre innovation majeure de la sixième République, la Chambre des forces productives. Pourquoi une telle chambre est-elle nécessaire, tout particulièrement en France? Parce que notre pays a fait la démonstration de son incapacité à avancer de manière consensuelle, de façon à trouver des compromis. Il y a toujours d'un côté une volonté de décider en haut, de passer en force, qui se heurte d'un autre côté à une résistance gauloise plurimillénaire. Sortir de cette impasse, voilà la motivation de cette chambre. Pourtant, par le passé, des organismes paritaires ont fonctionné. Cela a été longtemps le cas de la sécurité sociale. Mais c'est aussi le cas d'une juridiction française sans doute unique au monde, le Conseil de prud'homme. C'est donc non seulement possible, mais éminemment souhaitable, sinon indispensable en France, de mettre en place une telle chambre. Plus profondément, la démocratie, qu'elle soit parlementaire ou présidentielle, n'épuise pas le besoin de représentation des forces de toute nature issues du monde réel. Ces forces non territoriales travaillant en profondeur notre société. Les ignorer, c'est perdre en efficacité, mettre en cause la durabilité de la République, mais aussi se priver de l'actualisation du monde réel. Il s'agit donc de représenter la réalité des forces vives du pays, de tendre à des relations plus aptes à atteindre des compromis. Cela passe notamment par une règle de majorité des 2 tiers.
Il s'agit en définitive de reprendre le chemin d'une gestion paritaire. Mais il est aussi question d'aller plus loin, en réaffirmant la primauté de la production, du travail, de l'industrie, plutôt que de promouvoir la société de la consommation et ses effets délétères dans les domaines de la dette, de la balance commerciale et de la dégradation des sociétés et de l'environnement. En d'autres termes, il s'agit de remettre la France dans le sens de la marche. Cette Chambre aura la capacité de proposer des projets de loi au gouvernement. Qu'il s'en saisisse est un gage de réussite car la négociation et l'agrément seront intervenus en amont. La Chambre des forces productives est élue par collège professionnel pour 5 ans. Elle a 270 membres. La composition de cette Chambre vise à refléter la puissance des différentes forces en jeu dans la société. Elle est donc sans rapport avec l'importance numérique de ces différentes populations. Examinons ces collèges. Le patronat industriel fournit le premier tiers de cette chambre. Cette classe est divisée en 3 collèges égaux, grandes, moyennes et petites entreprises. La répartition est en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Le salariat fournit le second tiers de la Chambre des forces productives. Cette classe est également divisée en 3 collèges de même poids: ouvriers, employés et ingénieurs ou cadres. Le dernier tiers de la Chambre est plus bigarré. Les agriculteurs en fournissent le plus gros des effectifs, avec 1/9 des élus du total de la Chambre. Les 2/9 restants sont répartis à égalité entre les collèges professionnels suivants: travailleurs indépendants, artisans ou commerçants, professions libérales, finances et finalement militaires. Dernier aspect de l'organisation de la Sixième République, les collectivités locales. Les maîtres mots ici sont simplification et souplesse. Simplification pour revenir à un triptyque de base que tous les citoyens comprennent: commune, département, pays. Souplesse par des modes d'association par thème, par projet, par mission. Association répondant de manière adaptée à la question traitée, sans périmètre géographique prédéfini donc. Simplification par la suppression des organes peu lisibles comme la région ou les métropoles. Le département reprenant de l'importance comme niveau d'organisation intermédiaire. Les compétences interdépartementales et intercommunales assurées par ces organes supprimés étant transformées en projets. Un projet, une mission, est conçu comme une structure souple, à géométrie variable, l'adhésion se faisant sur la base du volontariat. Le département est le seul niveau d'organisation intermédiaire de la Sixième République. On aligne par conséquent le découpage politique et le découpage administratif du pays. Le conseil départemental prend les décisions sur la gestion du département, notamment en termes d'investissement et d'orientation générale de fonctionnement. Il décide également des projets auxquels il participe. Les députés du département, élus au suffrage majoritaire, dirigent au quotidien le département. Ainsi, le binôme de députés majoritaires peut se répartir les tâches à sa convenance. Par exemple, l'un d'eux pourra siéger à l'Assemblée nationale, tandis que l'autre gère le département au quotidien. Celui siégeant à Paris a alors 2 voix. Au conseil départemental, le binôme de députés majoritaires dispose d'autant de voix qu'il y a de communes dans le département. Il a la charge de représenter l'intérêt général, et particulièrement celui des communes les plus peuplées.
Les maires des communes ou leurs délégataires siègent également au conseil départemental à raison d'une voix par commune. Ainsi, le nombre de voix des députés majoritaires et celui des maires sont égaux. Par conséquent, aucune décision ne pourra être prise sans un assentiment partagé au moins partiellement. Le préfet ainsi que les éventuels députés supplémentaires siègent également au conseil départemental. Ils y ont voix consultative. La Cour des comptes assure le contrôle de gestion du département. Les communes et les référendums locaux. Le premier changement notable introduit par la Sixième République est l'élection par binôme des maires des communes de plus de 30 000 habitants. Ceci pour promouvoir l'autocontrôle. Sinon, les règles demeurent inchangées. Comme le département et la ville ont le même périmètre, Paris ne dispose pas de maire central. Des référendums locaux, dont les référendums d'initiative citoyenne, peuvent être organisés localement. Leur organisation est placée sous le patronage de la Chambre constitutionnelle. Elle en fixe en particulier le périmètre électoral. Dernière institution de la Sixième République, et non des moindres, le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. C'est le circuit court ultime, le moyen pour le peuple de s'exprimer directement dans le débat public en prenant une décision. La Suisse dispose de ce type de référendum depuis longtemps. C'est un facteur de stabilisation de la démocratie et de responsabilisation des citoyens. C'est donc un élément de régulation. Pour être véritablement démocratique, aucun sujet ne saurait en être exclu. Pour le déclencher, une pétition de 2% des inscrits est nécessaire. Cela représente 950 000 citoyens au niveau national. Les RIC sont placés sous le patronage de la Chambre constitutionnelle. Elle en détermine le périmètre et en évalue les impacts. Elle peut introduire une question préalable de majorité sur les sujets sensibles afin de préserver la paix civile. Dans ce cas, deux questions sont posées. La première porte sur le critère de majorité. Par exemple, un choix entre 50 et 55%. La seconde étant la question proprement dite. Si cette majorité choisie par le peuple n'est pas atteinte, 55% par exemple, alors le statu quo est préférable à un changement. En effet, celui-ci apparaît comme trop clivant et il pourrait conduire à des affrontements. Nous arrivons au terme de cette présentation de l'organisation de la Sixième République. En résumé, elle repose sur trois piliers. Action, contrôle et circuit court. La Sixième République est un régime parlementaire doté de mécanismes permettant de dégager à coup sûr des majorités. Le Premier ministre est le seul chef de l'exécutif. La Chambre constitutionnelle assure les fonctions de contrôle. Elle dispose des moyens pour se faire respecter. La Chambre des forces productives institutionnalise la représentation des forces vives du pays. L'arbitrage du président de la République est requis lorsque la situation le demande. Le peuple est souverain. Il dispose des moyens d'imposer sa volonté par le référendum d'initiative citoyenne. Et maintenant, il faut agir. La structure de la Sixième République est posée. Redevenez un citoyen actif. Participez, car sans l'entraide citoyenne, rien ne sera possible et la barbarie nous emportera, nous,
et nos enfants. Alors, pour savoir comment faire, visionnez dès à présent la vidéo Action pour la 6ème République.